Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Désaffection pour la politique et défiance à l'égard de la classe politique, les Français à l'épreuve. Quels sont ces affects qui nous mobilisent ? Mépris, discrimination, incertitude. Le sociologue et historien Pierre Rosanvallon donne forme sociale à ce ressenti dans les épreuves de la vie qui paraît au seuil. Il sera ce lundi l'invité de la grande table des idées. Mais d'abord, acteur pour Desplechin, Roman Polanski ou encore Wes Anderson. Il sera à l'affiche du prochain film du réalisateur américain The French Dispatch, comme dans celui des frères Larieux, bientôt en salle. Le réalisateur de Tournée et Barbara signe surtout en cette rentrée un film à lui, un film sensible sur la perte et le manque. L'histoire d'un départ sans retour d'une mère de famille jouée par l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Serre-moi fort sera en salle mercredi et Mathieu Amalric est tout de suite notre invité. La grande table. Olivia Gesbert. Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Le synopsis est tout simple, il tient en quelques mots. Mais au cinéma, l'illusion est reine et le doute s'installe. Très vite, qui a quitté qui ? Qui revisite qui dans cette maison qui semble se repeupler au gré des souvenirs ? Bonjour Mathieu Amalric. Bonjour. Ferme les yeux. Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. Pars tout seul? Hein? Tu parles à qui? La personne? Bah si, tu pars tout seul. Tu t'enfuis ou quoi? Oui. Je voulais. J'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut aller loin, très loin. Ein Kind bewegt sich, ein Kind lacht, ein Kind läuft, ein Kind macht 1000 Sachen, du Arschloch! Tu vas croire, je suis partie une semaine, puis 6 mois, et puis laissera tomber. T'as foutu le camp, d'accord. Mais t'es... C'est pas moi qui suis partie. Si maman elle revient, elle reviendra pas. Elle est jolie votre voiture. Et moi, je fais quoi? La tomate farcie? Quel est le dernier moment où vous avez eu contact avec eux? C'était la bande-annonce de Serre-moi fort, Mathieu Amalric. Vous jouez avec nos nerfs dans ce film. En tout cas, quand j'ai lu le texte de Claudine, cette pièce de théâtre qu'elle a écrite en 2003 et qui n'avait jamais été jouée, il y a un nerf qui a été touché, ça c'est sûr. J'ai pleuré. Et ce mélo qui était resté là, dans la gorge, dans le ventre, au bout de quelques mois, il est ressorti. J'ai eu besoin que mes productrices le lisent. Je me suis dit, je pense que je vais m'enfermer, je vais essayer quelque chose. Ouais. C'est ce texte de Claudine Galéa, Je reviens de loin, qui vous a inspiré ce film, Serre-moi fort, qui a, comme vous venez de le dire, touché une corde sensible, très sensible. Qu'est-ce qui vous touche le plus chez cette femme qui s'en va ? Maintenant, en fait, que le film existe, donc je peux être un peu spectateur. Quand même, pendant qu'on le faisait, c'est ça qui me guidait, mais je crois que c'est son geste d'imagination qui me touche le plus. C'est son geste d'invention. C'est ce geste amoureux-là. Et oui, c'est ça. C'est qu'elle elle essaye de mettre un pied devant l'autre et elle a pas mal d'humour. Elle a une forme de ludicité, j'allais dire. De vivacité. C'est une femme qui essaie de reprendre ou retrouver sa liberté dans l'épreuve. C'est le titre du livre du sociologue Pierre Rosanvallon qu'on reçoit dans la seconde partie de l'émission, mais qui pourrait presque s'appliquer au film Les épreuves de la vie. Et elle traverse une épreuve, on ne sait pas laquelle au début, mais on sent qu'elle essaye de reprendre les rênes de sa vie, cette femme-là. Vous qui êtes comédien et réalisateur, ce rôle que vous avez accordé, donné, offert à l'actrice Vicky Krieps, ce rôle, c'est un cadeau pour une comédienne ? Oh là là, disons que on dit toujours notre film avec Vicky.
Voilà, c'est un relais, je sais pas. Non, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, franchement. À tel point que comme on l'a tourné en 3 fois, la dernière fois, j'en avais marre de la voir toujours toute seule, de la filmer toute seule, parce qu'on montait entre, quoi. Donc on pouvait un peu, et je lui ai dit, là, on va peut-être tourner des choses plus drôles. Voilà. C'est pas un cadeau dans le sens où le film repose entièrement sur ses épaules, hein. Elle est à l'écran en permanence et elle habite cette femme, presque comme un fantôme aussi, pas simplement avec sa présence et avec son corps. Elle habite avec ses rêves et son imagination, l'entièreté de cette histoire. Alors on ne veut pas révéler le dispositif, c'est compliqué, on ne veut pas raconter non plus le film, parce que c'est cette manière aussi que vous avez d'attraper le spectateur qui est extrêmement original et qui nous saisit aussi en regardant Serre-moi fort. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez conçu le dispositif sur lequel repose le film, cette histoire labyrinthique, l'histoire de cette femme qui s'en va? Quel fil vous avez tiré pour nous amener à découvrir petit à petit la vérité? L'inversion, ce que Claudine a inventé, on n'a qu'à dire que je suis parti, comme ça eux sont restés, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose que le cinéma pouvait exalter, quoi. Il y avait quelque chose autour du mélo et autour du film de fantôme. Et vous m'avez demandé comme ça de trouver des mots. J'ai recherché les tout premiers mots. Je vois qu'il y a écrit illusion tragique, incantation, transe, hébétude, projeter, croire, présumer, un rite. Voilà. Et ça, je me suis dit, tiens, en fait, il faudrait que les gens dans la salle, que les gens dans la salle, les spectateurs qui voient un écran, ils savent très bien que c'est pas vrai, et pourtant ils y croient. S'ils y croient, c'est que c'est vrai. Et c'est très très proche de ce qu'elle fait, elle. Donc il y a du déni. On croit ce qu'on voit. On veut pas. J'ai pensé, je suis parti aussi du cri, vraiment, lorsqu'on vit une épreuve qui peut être une séparation amoureuse, hein, c'est pas besoin, mais c'est ce truc de qu'on crie, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une femme qui part un beau matin, qui laisse là sa famille, ses 2 enfants, sa fille, son fils, son mari, dans cette grande maison vide. C'est une femme qui part un beau matin, à moins que ce soit eux qui soient partis un jour, qui l'aient laissé auparavant. Il y a un loup. Il y a un loup dans cette histoire. Vous avez donné ces mots-clés qui vous ont inspiré, ces petits cailloux que vous avez laissés derrière vous et qui vous ont peut-être aidé à retrouver votre chemin. Ce sont des mots qui vous ont été inspirés à la lecture de ce texte de Claudine Galéa, qu'on va entendre dans quelques instants. Juste, vous n'avez pas eu peur de vous perdre, vous, à aucun moment, Mathieu Amalric, en réalisant ce projet? Si, mais la perte, comme vous disiez au tout début, faisait partie d'un plaisir très sensuel. Et après, il y a eu l'envie de partager quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, on a tous eu envie de partir. On a tous eu envie de partir, donc c'est partageable. On l'a tous imaginé, du moins. On a tous imaginé que la porte d'entrée va trop grincer, donc peut-être je partirai par là, qu'est-ce que je ferai de la carte bleue, etc. Et puis, et on a tous frôlé des choses un peu de délire nécessaire pour s'en sortir. Mais je me suis dit, ça peut... S'il y a par moments des blocs de réalité, ça nous permettrait de repartir dans sa tête. Oui. Et il s'en passe des choses dans sa tête. Et dans la vôtre aussi, on le sent au moment de ce tournage. Bonjour Claudine Galéa. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup à vous d'être avec nous. Il faut donc dire et rappeler que ce film, Serre-moi fort de Mathieu Amalric sur les écrans ce mercredi, est adapté d'une pièce de 2003. Je reviens de loin, un texte évanescent, très poétique, pièce jamais montée au théâtre. Est-ce que Amalric serait parvenu à déjouer, d'après vous, les pièges que cette histoire renferme ? Oui, enfin il les déjoue, non, il les traite, il les montre, enfin il s'en sert, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas tellement des pièges pour moi, c'est une histoire qui se retourne
comme une peau qui se retourne, comme une vie qui se retourne. À la toute fin, pour vous, dans ce texte, un peu plus progressivement, va-t-on dire, dans le film de Mathieu Amalric, qu'est-ce qui a rendu sa mise en scène si difficile? Mathieu Amalric l'évoquait à l'instant, la pièce n'a pas été montée au théâtre, elle a été écrite, elle a été publiée en 2003. Qu'est-ce qui a rendu sa mise en scène si compliquée au théâtre? Alors en fait, au théâtre, elle avait été créée dans une ancienne version, 3 représentations, mais je ne reviendrai pas sur cette histoire. Cécile Baquès avait voulu la monter, mais bon, pour d'autres raisons, on a laissé tomber. Je pense que le fait qu'elle n'ait pas été montée, c'est pas forcément significatif de la difficulté. Mais disons qu'il faut accepter le trouble et le vertige que cette histoire enferme, que cette histoire propose en même temps qu'elle l'enferme. Mathieu a formidablement déplié, développé les situations de la pièce. Il en a imaginé même d'autres. Il en a forcément laissé de côté. Il a laissé de côté des chansons, par exemple, qui sont dans la pièce. Mais je crois surtout qu'il est entré dans ce bouleversement. Pour moi, il rend magnifiquement compte de l'atmosphère et de l'univers. C'est mon histoire, mais c'est son film. Il a forcément imaginé une nouvelle narration, parce que la logique cinématographique n'est pas la même que la logique dramatique. Mais il y a des détails qui me bouleversent, des choses très intimes. Enfin, la peinture jaune de la cuisine, le journal de Lucie, les poignées d'amour de Marc. Et puis cette chose, par exemple, incroyable, c'est que moi, je cite Marthe Argerich, mais je ne peux que la citer. Mais au cinéma, elle est là. Et effectivement, au cinéma, on voit tout ce qu'on croit. À l'instant où on voit quelque chose se jouer, on le croit, même si c'est le contraire qui a lieu. Et dans l'instant suivant, on a le contraire et on le croit tout aussi bien. Ça, c'est la magie du cinéma. Au théâtre, c'est un autre trouble qui a lieu. La pianiste Martha Argerich, on va revenir sur la place de la musique, magnifique, à la fois dans votre texte, Claudine Galéa, et dans votre film, Mathieu Amalric. Cette histoire, elle va donc prendre vie au cinéma, derrière ou devant votre caméra, Mathieu Amalric. Est-ce à dire que le 7e art, et ici, on aime tous le théâtre, c'est pas une manière de hiérarchiser ces deux arts, mais est-ce à dire peut-être que le 7e art serait celui où l'on peut laisser revenir les fantômes? Oui. Quand même, sans citer Bazin et la mort au travail. Oui, c'est quand même assez troublant d'aller voir des films ou de penser à des films qu'on a faits et que les acteurs qui sont plus là sont là. Et c'est pas pour rien que on dit le spectacle vivant, quand même. Mais si j'avais dû m'amuser à le faire au théâtre, il y aurait eu... c'est pas mon outil, mais il y a de quoi faire, là, au théâtre. Il y a de quoi faire. Je sais pas comment, Un ami, justement, c'est lui qui m'a fait découvrir ce texte, c'est Laurent Zisserman. C'est lui qui a eu envie, 2017, 2018, de le monter. Et puis la vie a fait qu'il ne l'a pas... Ça n'a pas eu lieu et il m'a passé ce livre comme ça. Après, sincèrement, l'amour de Claudine pour toute forme de narration et notamment son amour du cinéma, plus je faisais un travail d'archéologue dans son texte, plus j'étais scié à quel point il y avait du cinéma tout le temps dedans. Merci Claudine. Il n'y avait qu'à déplier. Elle a trouvé ce mot, déplier. Et c'est ça. Déplié, et vous avez, réalisé, comme vous le dites, Mathieu Amalric, un film sans couture. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu traiter, distinguer le vrai du faux. Vous avez souhaité les présenter indistinctement, sans les séparer. Le rêve et la réalité, sans couture, c'est votre expression. Et on retrouve presque ce mot dans la parole d'un réalisateur allemand, Douglas Sirk, le réalisateur du Temps d'aimer et le temps de mourir, de Tout ce que le ciel permet, Écrire sur du vent ou encore Mirage de la vie, on l'écoute. Tout ce qui est indirect est plus fort, la plupart du temps en tout cas,
parce que vous laissez l'imagination du public travailler. Et j'ai toujours fait confiance à l'imagination de mon public. Sinon, il ne vient pas au cinéma. Il faut laisser quelque chose ouvert, avoir une fin ouverte, ni bonne ni mauvaise. Il faut qu'ils s'imaginent leur propre fin et même leur propre thématique pour le film. Dès que vous commencez à prêcher dans un film, dès que vous voulez enseigner quelque chose au public, vous faites un mauvais film. Voilà, Douglas Sirk qui s'oppose au film Un message. Il ne faut pas essayer de prêcher dans un film et qui fait un éloge en fait de l'imagination. Ouais. C'est la force de ce cinéma. Et on sent que vous puisez vous aussi, Mathieu Amalric, les racines de ce cinéma que vous aimez dans des films comme ceux de Douglas Sirk. Mais il y a une phrase de Godard qui dit « La seule logique dans les films de Douglas Sirk, c'est le délire ». Le délire, le mirage, le miracle de la vie aussi. Ces deux mots sont si proches, Claudine Galéa. On sent en effet, à travers ces paroles, les ponts qui se dressent d'un cinéma à l'autre. Est-ce qu'il y a pour vous, Claudine Galéa, dans le livre, une phrase, un mot-clé, un moment clé, un moment de bascule presque qui nous aide à comprendre? Quelques mots, une phrase dans laquelle tout tiendrait. Oula. Là, vous me prenez à froid. Un mot. Écoutez, je ne sais pas, là. La petite dit tu as foutu le camp, d'accord, mais tu es où? Et le petit garçon dit maman est en voyage au pays des rois mages. C'est loin, mais ça fait rien. Je sais qu'elle revient. Mathieu Amalric, vous avez adapté ce livre de Claudine Galéa à votre manière, librement. Je reviens de loin pour en faire ce film Serre-moi fort. Est-ce qu'il y a un passage du livre que vous pouvez nous lire qui évoque aussi cette atmosphère si particulière, si singulière, qui a fait vibrer cette corde sensible chez vous à la lecture de ce livre? Non, il y aurait de tout. Et puis, il faut savoir que chaque scène est écrite différemment. En effet, le personnage de Paul, le petit garçon, s'exprime par chanson dans le texte de Claudine. J'ai gardé un peu ces histoires de chansons, mais c'est un peu de Brigitte Fontaine, voilà, des choses comme ça. Mais il y a de tout. Moi, la phrase vraiment qui m'a fait basculer, c'est qu'elle fait dire à sa petite tu devrais nous sortir une histoire qu'on puisse raconter. C'est quoi une histoire qu'on peut raconter? Et c'est pour ça qu'elle dit, c'est ce que je fais, ma chérie, parce que si je te raconte l'histoire, c'est insoutenable. Donc je t'en raconte une autre. Et ça, je trouve ça très beau. Surtout quand on se rend compte peu à peu qu'évidemment, c'est des mots qu'elle met dans le journal intime de sa fille. Voilà. Après, il y a des scènes extrêmement de théâtre, la scène des crêpes dont vous parliez, voilà, dans le texte de Claudine, petit déjeuner 3, Marc, Lucie et Paul, avec intervention de Camille. Vous n'aurez plus faim à midi. Qu'est-ce que tu fais, Lucie? Des crêpes. Ça fait combien de temps que vous êtes à table? 1h30. Voilà. Vous voyez, une chose quotidienne, et peu à peu, on entend la voix de Camille qui dit « Laisse-les, Marc, c'est dimanche, le soleil entre par les fenêtres, il fait doux et soyeux dans cette cuisine, c'est une bonne pièce à vivre, on y est bien, on s'en fiche de pas manger à midi, on s'en fiche de rester en pyjama. » Et c'est comment Claudine a fait entrer la voix de Camille qui m'a donné envie de faire ce moment merveilleux de bonheur dont on n'a pas conscience qu'elle projette, quoi. Alors on rembobine le film et on regarde et on écoute cet extrait. C'est pas mal quand même. Cherry, would you love me too? Elle est pas cuite. Elle va cuire. One day I Bah, cuire, il faut qu'elle soit sur le feu. Je te montre. That's all I wanna do. Ferme les yeux. Ça y est. Merci. C'est étrange. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien te regarder les yeux fermés.
Je te sens respirer. Tu me manques. Elle a rien fait. Depuis ce matin, je suis en train de lire. Et toi, tu fais des crêpes. Tu me manques beaucoup. Tu les as même pas réussi. Toi aussi. Toi aussi. Pas tout seul. Hein? Tu parles à qui? À personne? Bah si, tu parles tout seul. Un texte qui prend les lecteurs comme les spectateurs au ventre, hein, Claudine Galéa. Vous l'aviez pensé comme une partition, cette histoire, ce « Je reviens de loin » avec son prélude, ses impromptus et ses mouvements. Est-ce que Mathieu Amalric a bien saisi et retranscrit la musique ? Il a magnifié la musique, c'est-à-dire que pour moi, elle était dans l'écriture tout le long, parce que la petite, j'ai trouvé Lucie quand j'ai trouvé qu'elle jouait du piano. Et chez Mathieu, la musique s'est déployée comme une espèce de, on va dire, de sous-texte. Enfin, c'est la musique est quelque part l'arc de tension qui habite tout le film et qui réunit à la fois cette femme et le reste de sa famille. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup Claudine Galéa d'avoir été avec nous Claudine. quelques instants. Merci à vous. La pièce « Je reviens de loin » qui a inspiré le film est disponible aux éditions Espace 34. Merci à vous. Quelle place occupe la musique dans votre écriture cinématographique, justement ? Écriture cinématographique. Ah oui. Vous savez, même au Mathieu générique, Amalric. j'étais incapable de mettre scénario ou adaptation. Il n'y a pas écrit, je peux pas. Je sais pas. C'est tout le monde. C'est quand même un travail de troupe. Et puis là, ce qu'on vient d'entendre, sincèrement, c'est Vicky et Arié qui ont prolongé les quelques repères de dialogue que j'ai pu leur donner, vous voyez. Ben, j'ai fait du piano, quoi. J'ai fait du piano enfant, j'ai vécu à Moscou, donc je faisais du piano. Et je me suis souvenu de ce trajet de travail rigoureux du piano. La lettre à Élise, la sonate numéro 1 de Beethoven, de Debussy. Et puis après, je me suis dit, si j'avais été rigoureux, j'aurais pas sombré dans le cinéma, qui est juste un espèce de réceptacle de tous les feignants de la Terre qui ont tout raté, quoi. Et la musique, j'aurais joué Ligeti. Donc vraiment, Lucie c'est moi, Camille c'est Clarisse c'est moi, vous voyez, de prolonger. Lucie c'est la fille dans le film, Clarisse Oui, c'est la mère. oui. Et puis on a effectivement, il y a cette apparition aussi de la pianiste, de la géante, Martha Argerich dans le film. Mais vous avez, vous d'ailleurs, continué à travailler depuis, à essayer de comprendre la musique, les musiciens, les interprètes et les chefs d'orchestre, avec notamment un documentaire sur Barbara Hannigan. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de toujours tendre vers cet art-là, cette manière dont la musique se compose avant de s'évaporer. C'est ça, le travail se compose, se naît. Je filme aussi un musicien, un compositeur qui s'appelle John Zorn, depuis 12 ans maintenant. Je fais l'image et la caméra tout seul, et le son tout seul, et puis c'est des choses qui sont montrées lors de ces concerts, et je prends cette énergie, et certainement que ça doit modifier comment je m'amuse à faire des films qui ressemblent de plus en plus, j'allais dire, à des films muets. Des intertitres, très peu de dialogue, de la musique, des gestes, et du ventre, oui. C'est assez rigolo, sachant que vous avez été aussi la voix d'un documentaire d'Yves Joland et de François Aimé sur Charlot, sur Charlie Chaplin. Ça, c'est pour apprendre des choses, plein de trucs. Voilà, ça fait partie de vos influences, ça peut-être aussi, le bonhomme Charlie Chaplin, avec ces cinéastes qui ont pu aussi vous aider, vous, à fuir, voyager, vous échapper, cette force que peut avoir le cinéma. Serre-moi fort est votre 8e film, Mathieu Amalric. Vous avez emprunté ce titre, paraît-il, à Étienne Dao. Oui. La chanson dit quoi? La nage indienne. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, je pourrai nous sauver. Et ça devient vers la fin. Serre moins fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrai me sauver. Et c'est pour ça, vous voyez, je vous montre le scénario. Il y avait écrit serre-moi, NS fort, après c'est devenu le NS entre parenthèses, j'hésitais entre les deux. Et vous avez gardé celui-là?
Le premier degré, oui. Serre-moi fort. Alors justement, Étienne Daho fait partie des musiciens, compositeurs qui ont été réquisitionnés, convoqués par les frères Larieux avec Bertrand Belin, Philippe Catherine, Dominique A et Jeanne Chéral pour la bande originale d'une comédie musicale qui sera au cinéma en octobre, Tralala. Comédie musicale des frères Larieux dans laquelle vous jouez un clochard céleste. Elle a été présentée à Cannes, cette comédie, puis à Angoulême. Elle est donc en salle le 6 octobre. Ces deux-là, ils ont vraiment le talent de réenchanter le monde, à vos yeux, Mathieu Oui, les frères Larieux. On dirait, ouais. Quelle chance j'ai qu'ils aiment bien jouer la poupée avec moi. Chaque fois, ça me fait rappeler que le désir... Vous aimez bien les laisser tirer les fils aussi. Oh là oui, hein. oui. Je sais pas jouer de la guitare, je sais pas chanter, donc allons-y. Je savais pas grimper une montagne avant. Et puis Barbara m'a donné des cours de chant à la maison, à Nigan, et puis allons-y, quoi. Et ça donne Tralala. Ah, vous voulez que je chante, ça va pas, non? Non. Tralala, 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 tralala. Il y a quoi en commun entre eux et vous, derrière une caméra, si ce n'est cette envie-là, cette envie de réenchanter le monde, de rendre belle cette folie douce qui nous habite et qui peut parfois être une folie vive, très très vive et douloureuse comme on la ressent, on le voit dans ce personnage de Serre-moi fort, votre film à vous qui sort mercredi. Non, je les admire tellement, je les remercie, il n'y a rien de commun. Je vois les choses d'une manière... Enfin, il y a peut-être une seule chose, c'est d'avoir la confiance dans le plan qui va se construire. Donc, ils sont là et on prend le temps de chercher et quelque chose va advenir. On ne sait pas quoi, mais il faut savoir que eux, leur dialogue, leurs scénarios sont vraiment magnifiquement écrits et qu'on part de ce texte-là. Moi, c'est pas tout à fait ça. Serre-moi fort, Mathieu Amalric est à voir au cinéma le 8 septembre, c'est-à-dire mercredi. Cette grande table culture a été préparée, programmée avec Henri Leblanc. Merci à lui, merci beaucoup à vous. Non, merci à vous. La grande table des idées, préparée, programmée avec Lucas Bretonnier et Laura Dutèche-Pérez. Et notre invité, Pierre Rosanvallon, professeur émérite au Collège de France, auteur d'un nouvel essai, Les épreuves de la vie, comprendre les Français autrement, qui paraît au Seuil. Prendre les Français par les sentiments, pour mieux les comprendre, c'est le parti pris de Pierre Rosanvallon, notre invité. Le sociologue pour qui les émotions, les affects doivent être pris en compte si on veut mieux comprendre la société française aujourd'hui. Les structures sont importantes, elles le restent, mais les individus aussi à travers les épreuves qu'ils traversent. La notion d'épreuve est ici appréhendée comme ce quelque chose que l'on subit, d'ordre plus existentiel dans une dimension plus subjective. Bonjour à vous, Pierre Rosanvallon. Bonjour. La prise de conscience, pour vous, des limites de la sociologie telle qu'elle est pratiquée à travers les institutions, les structures, est survenue, racontez-vous, pendant le mouvement des Gilets jaunes. Si difficile à cerner, si difficile lui aussi à saisir. Retour sur une contestation en slogan et en mouvement. Casse ta mère! Veux pas qu'on manifeste? Mais on est là! Je fais partie de la classe moyenne, je travaille au conseil départemental. Je suis divorcé, j'ai rien de mon ex. J'ai qu'un salaire pour vivre avec mes 5 enfants, un loyer de 680 €, un salaire moyen de 1900 €, avec un peu d'allocation au niveau des enfants. Voilà, il faut rouler, il faut aller travailler tous les matins, il faut revenir tous les soirs. Il y a les frais, il y a le coût de l'école, il y a le coût de nourriture, il y a toutes les charges à côté, l'EDF, le gaz, ça fait lourd. Il faut prendre des gens qui sont pour le peuple, mais pas contre le peuple, qui sont pour les petits, qui aident les petits. Il a écouté, mais il a refusé d'entendre. Il nous méprise depuis 2 ans et il continue.
Pourtant, les Gilets jaunes lui disent depuis 5 mois, ils et elles veulent vivre et non survivre. La taxe sur le pétrole, sur les voitures. Expliquez-lui que les gens, il faut qu'ils aillent une voiture pour aller travailler. Ils font 15, 20, 30 km par jour. Arrêtez de prendre de l'argent aux pauvres, au petit peuple. On n'est plus heureux. On n'est plus du tout heureux. On est malheureux. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Quels sont les mots que vous avez entendus et retenus ici, Pierre Rosanvallon ? D'abord, au premier chef, on est là, puisque c'est ce qui est scandé en bruit de fond. C'est-à-dire, c'est l'expression même d'un sentiment qu'on n'existe pas au regard des autres. Donc, il faut se manifester, il faut se rassembler sur un rond-point pour dire tout simplement « on est là ». Le pouvoir ne nous connaît pas, le pouvoir ne nous comprend pas. Et je retiens aussi de cette brève séquence la personne qui dit « mais au fond, nous, on a besoin de notre voiture tous les jours ». Parce qu'on habite dans une région où la voiture, c'est un prolongement de soi pour aller travailler, pour vivre tout simplement. Et ceux qui prennent des décisions d'en haut voient les choses globalement, en général. Mais la France, elle est faite aussi de beaucoup de situations particulières et il faut les prendre en compte. Cette femme parle aussi du mépris, du sentiment de Exactement. n'être pas écoutée, ou en tout cas jamais entendue. Oui. Cette colère des ronds-points, elle a mobilisé différents affects durant cette année longue où la mobilisation des Gilets jaunes a traversé la France et jusqu'à Paris et les Champs-Élysées. Elle a manifesté d'abord ce sentiment de mépris qu'on vient juste d'évoquer, mais aussi ce sentiment d'injustice. L'injustice n'étant pas simplement définie comme une inégalité, mais l'injustice étant définie comme le fait qu'il y a un désaccord entre la règle et une situation, que la règle est trop générale, que la règle ne prend pas en compte ce que je vis réellement. L'injustice, elle est toujours liée à ce sentiment d'une règle qui ne convient pas. Et c'est ce qui était effectivement exprimé dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ce qui m'a frappé, comme beaucoup de personnes, j'ai été désorienté par ce mouvement au début. Après, on a eu le sentiment qu'une première désorientation ayant eu lieu, chacun a essayé de retrouver ses marques. Retrouver ses marques. Donc, disant, bah oui, mais c'est le retour des jacqueries, c'est déjà comme en 68, un mouvement spontané. Au fond, c'est la France périphérique. Tout le monde a voulu se raccrocher, je dirais, à une théorie existante pour vite rétablir de l'ordre dans leur désarroi initial. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu prendre au sérieux le désarroi et essayer de construire à partir de ce désarroi une grille d'interprétation. Une grille d'interprétation qui d'ailleurs, si elle est partie, si pour moi tout est parti du mouvement des Gilets jaunes, mais qui m'a permis de raccrocher tout un ensemble de mouvements sociaux plus contemporains. Au moment où j'ai commencé à écrire cet essai, venait d'être publié un livre sur les révolutions arabes. Et dans ce livre sur les révolutions arabes, on rappelait à quel point les mots même de dignité, de respect et d'honneur avaient été au cœur de tous ces mouvements révolutionnaires. Et au fond, ça consonnait d'une quelque sorte avec ce que vivaient les Gilets jaunes. Et puis il y avait aussi le mouvement qui était venu d'avant, mais qui était sous-jacent, celui de MeToo, qui est un mouvement. Alors là, c'est vraiment le sentiment qu'on n'existe pas si quelqu'un vous vole votre personnalité, vous vole votre intégrité. Et puis, comme un écho au même moment, aussi le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Le mouvement Black Lives Matter sur la question du racisme et des discriminations qui faisait écho en France. Là, j'ai bien eu le sentiment que entre ces questions du mépris, ces questions de la discrimination, ces questions de l'injustice, ces questions des violences sexuelles, du défaut, je dirais, du viol de l'intégrité d'une personne. C'est aussi ce qui passe quand dans une entreprise, on est victime d'un pervers narcissique, ou bien qu'on est soumis à un burn-out. Tout ça pouvait être compris dans un ensemble conceptuel qui fasse sens. Et le mot qui m'a guidé à partir de ce moment-là, c'est celui d'épreuve. Mais ça n'est pas celui que j'avais eu d'abord en tête. Parce que depuis des années, je constatais que l'analyse en termes de classe sociale générale était trop statique. Et qu'il fallait, pour comprendre la société, également comprendre les trajectoires
des individus. Et j'ai souvent eu en tête cette phrase célèbre de Schumpeter qui dit « Les classes sociales, c'est comme un autobus, il est toujours plein, mais il y a en permanence des gens qui montent et qui descendent. » Et donc, il ne faut pas simplement regarder l'autobus à un moment donné, mais il faut regarder justement tous ces mouvements de sortie et de montée dans l'autobus. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'était pas nouveau en sociologie de se poser cette question des trajectoires. Dès les années 1970-80, on s'est posé cette question à propos du chômage de longue durée, en voyant bien que le chômage de longue durée, ça n'était pas simplement, je dirais, un mouvement uniforme, mais que c'était une addition d'histoires de personnes. Et donc, si on voulait comprendre le chômage de longue durée, c'est pas simplement une catégorie chômeur de longue durée, mais c'est tout un ensemble d'histoires de mise en chômage qui duraient. Ces grilles de lecture, Pierre Rosanvallon, vous le dites aussi, elles se superposent, elles ne s'annulent pas entre elles. On peut garder une lecture de classe de ces conflits, de ces contestations, tout en y superposant cette lecture des épreuves, cette théorie des épreuves de la vie que vous avez développée, élaborée, et que l'on retrouve notamment dans ce livre. Alors où est-ce qu'elle prend sa source dans le champ des idées, cette théorie des épreuves? Ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion, et vous le rappelez, qui est assez peu utilisée jusqu'ici dans l'histoire des sciences sociales, très peu ou insuffisamment exploitée. En revanche, c'est un sujet, celui des épreuves, du ressenti, de l'expérience, qui a toujours existé en philosophie depuis l'Antiquité, repris, repensé par Montaigne, par Sartre, par d'autres, mais qui a longtemps été cette question des épreuves, la grande absente des sciences sociales, au moins jusqu'aux années 80. C'est-à-dire que dans les sciences sociales, il y a tout de même eu un mouvement depuis une quinzaine d'années pour s'intéresser davantage aux émotions. Alors, un certain nombre d'historiens ont depuis longtemps fait l'histoire des émotions. Un certain nombre d'historiens ont depuis longtemps montré comment ces émotions étaient autant génératrices de mouvements sociaux et de révolutions que les questions du pouvoir d'achat. Et évidemment, le plus célèbre d'entre eux, c'était Edward Palmer Thompson, l'historien anglais qui a fait sa grande histoire de la classe ouvrière anglaise et qui insistait sur cette dimension où le sentiment d'injustice, le sentiment de mépris était au cœur de la création même du mouvement, des mouvements ouvriers anglais. N'oublions pas que le chartisme en Angleterre a d'abord démarré comme un mouvement pour réclamer l'égalité à travers le suffrage, avant même de réclamer des changements de type économique. Plus récemment, on a vu publier des histoires des émotions. Il y a eu tout un courant à la fois d'histoire, de psychologie, même de philosophie, de sociologie, qui s'est intéressé aux émotions. Mais derrière les émotions, je pense j'ai eu le sentiment qu'on ne pouvait pas en rester simplement au constat des affects. Il fallait voir quelle était la fabrication des affects, quelle était l'usine de production des affects. Et c'est là que j'ai pensé que le terme d'épreuve permettait, sous un vocable unique, de comprendre ensemble des mouvements et des faits assez différents. C'est le mode de production des affects qui m'a intéressé autant que le simple constat des affects. Et là, on bascule presque dans le politique. Oui. On peut le dire aussi dans cette fabrique des affects, dans cet aller-retour, vous l'évoquiez avec l'allégorie, l'image du bus aussi, que vous avez dressé ou défini. Il s'agit d'épreuves sociales affectant la vie des individus et caractérisant simultanément le mode de fonctionnement de la société. Voilà donc pour la définition que vous retenez de ces épreuves de la vie qui vont nous permettre de comprendre autrement les Français. On entend dans ce mot d'épreuve, cette idée d'éprouver ce que nous éprouvons. Vous placez cette réflexion politique sur le registre aussi du sensible. À partir de ces épreuves auxquelles les Français sont confrontés au quotidien, vous définissez 3 à 4 types d'épreuves, une sorte de typologie, celle qui touche à l'intégrité, celle qui abîme le lien social, celle qui touche à l'incertitude du temps présent. Ce sont ces ressentis-là qui orientent en fait nos conduites pour vous ? En tout cas, ils informent largement nos conduites. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des variables psychologiques purement individuelles. Il y a bien sûr aussi des variables proprement économiques qui comptent. Mais ces variables d'affect jouent à l'évidence un rôle plus important. Pourquoi ?
D'un certain point de vue, ces épreuves, et on me l'a objecté, n'ont rien de nouveau. Les violences contre les femmes, c'est pas quelque chose qui existe depuis les années 90. Les problèmes de soumission à la perversion d'une autorité dans l'entreprise, c'est pas nouveau. Le harcèlement, c'est pas nouveau. De même que le mépris, c'est vieux comme le monde. Le fait que des personnes se sentent humiliées, c'est vieux comme le monde. La discrimination, c'est plus récent parce que les sociétés sont plus diverses, disons. Mais ça a quand même existé toujours. Et la même chose pour le sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui a fait que ces affects et ces épreuves prennent un sens différent? C'est très simple. C'est l'attente des individus. Aujourd'hui, avant, un individu avait le sentiment qu'il se définissait, qu'il progressait en s'identifiant à un groupe social qui le portait, qui avançait avec lui, qui le faisait avancer, dans lequel il pouvait se retrouver, qui lui donnait une certaine fierté. Et je dirais que l'idée même de classe ouvrière, c'était cela. La classe ouvrière, ça n'était pas simplement une dénomination diminutive, péjorative. C'était aussi la façon, en se mettant dans un collectif, de se reconnaître comme valant quelque chose, apportant quelque chose à la société, d'avoir aussi à côté de soi des non-connus. Alors qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que chacun attend aussi de se réaliser lui-même. J'ai appelé ça l'avènement de l'individualisme de singularité, pour montrer que trop souvent, le terme d'individualisme est simplement vu dans sa définition sociologique la plus pauvre, c'est l'atomisation de la société. Non, la marche de l'individualisme, c'est de façon plus importante que l'atomisation, l'avènement d'une attente de chacun de compter lui-même pour quelque chose, de n'être pas simplement un pion. Et si, par exemple, les questions du harcèlement, les questions du viol sont ressenties beaucoup plus vigoureusement aujourd'hui, c'est que c'est considéré comme une atteinte insupportable à la personnalité. Une atteinte absolument insupportable, plus insupportable certainement, même si physiquement ça pouvait être vécu de façon atroce, que ce ne l'était il y a un siècle, disons, ou il y a 50 ans, ou même peut-être il y a 30 ans. Je voudrais qu'on en repasse par une approche philosophique pour comprendre aussi cette manière que nous avons aujourd'hui de nous identifier à toutes ces épreuves que vous évoquez, Pierre Rosanvallon, en écoutant les mots de la philosophe Cynthia Fleury, auteure de Sigil amer, Guérir du ressentiment. Est-ce que nos épreuves nous constituent? Est-ce que nous reconnaissons comme nôtres et non pas comme étrangers les épreuves que nous traversons, ou est-ce qu'à un moment donné nous considérons que ces épreuves sont une impureté, purement quelque chose d'arbitraire, une injustice, et que nous n'avons strictement rien à en faire? Moi je pense que malgré tout, il y a dans les épreuves quelque chose qui nous constitue, en tout cas, il faut en faire une matière propre si on ne veut pas être rattrapé par le ressentiment. Voilà, il faut en faire une matière propre, dit la psy-philosophe Cynthia Fleury, justement, de ces épreuves telles qu'elle les interprète aussi. C'est la question que vous posez dans ce livre. Comment traduire positivement ces affects-là? Quel antidote se niche aussi au sein de ces épreuves qui font réaction, mais pas seulement, qui peuvent aussi permettre de refaire du commun, Pierre Rosanvallon. Comment passe-t-on de ces épreuves qui nous constituent? Comment vont-elles s'imposer dans le champ social? Je dois d'abord dire peut-être que j'ai défini ces épreuves dans un sens peut-être un peu différent de celui de Cynthia Fleury. Je me retrouve tout à fait, j'ai apprécié beaucoup son livre Sigil amer, et l'analyse qu'elle a fait du ressentiment me semble très forte et très juste. Mais elle l'a analysé, je dirais, au niveau de la psychologie de l'individu, alors que j'ai essayé de l'analyser comme un phénomène social. C'est ça qui marque peut-être la différence. Ça n'est pas du tout antinomique, bien sûr, mais c'est une différence d'approche, parce que c'est si on l'appréhende comme un phénomène social, qu'on peut y voir la matrice d'un commun qui se développe, et pas simplement d'une épreuve vécue uniquement dans son intériorité, mais dans quelque chose de partageable. Est-ce que vous évoquiez cet individualisme de singularité? Est-ce que justement on n'accorde pas
trop de place à l'individu aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas trop investi l'individu qui est responsable de tout, y compris de la fabrique de son propre bonheur? Ça, c'est Eva Illouz qui le montrait bien dans un dernier ouvrage. Il est aussi sujet du coup à toutes les pathologies individuelles. Est-ce que vous pensez que l'individualisme de nos sociétés, c'est ça le mal du siècle? Non, je pense qu'il y a peut-être un mal du siècle lié à cette définition de l'individualisme, et vous faites référence à un auteur parmi d'autres, Eva Illouz. C'est la pression que l'individu peut ressentir, l'injonction d'être lui-même. C'est la performance d'être soi, comme le disait Alain Ehrenberg. Bien sûr, il y a cette dimension. Il y a toujours l'individualisme de singularité n'est jamais pur. L'individualisme de singularité, il est toujours pollué, il est toujours mêlé à beaucoup d'autres choses. Mais d'un certain point de vue, il incarne aussi la vision d'une émancipation réussie. Quand Marx lui-même, dans les fondements de la critique de l'économie politique, dans les Grundrisse, finissait par dire qu'au fond, la meilleure définition que l'on pourrait donner d'une société communiste, c'était une société dans laquelle chacun serait l'artiste de sa propre vie. Et il définissait donc là une vision utopique à partir de ce qu'essayaient déjà en son temps de vivre des personnes qui étaient des artistes. On n'est pas artiste si on n'est pas quelqu'un de radicalement singulier. Faire une œuvre, c'est cela. C'est se définir dans cette singularité. Et je crois que cette dimension positive, il ne faut pas la rabaisser. Bien sûr que derrière cette injonction, d'une certaine manière, à être responsable, à se prendre en charge, il y a un déni des fonctions sociales de solidarité. Et cela, évidemment, je pense que c'est très condamnable ou discutable, mais on peut aussi concevoir une société d'individus qui soient singuliers. Une bonne société de la singularité, c'est très différent pour cela d'une société de la simple identité. Une société de la singularité, une société de l'identité dessinent tout de même des façons très différentes du commun. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont critiques d'un certain individualisme ne défendent qu'une vision identitaire, je dirais, extrêmement appauvrie, extrêmement limitative. J'arrive pas à savoir si vous êtes inquiet, Pierre Rosanvallon, de la place qu'ont pris ces affects, ces épreuves dans la vie, dans nos comportements aussi et dans la société. On parlait du ressentiment avec ce terme, cette émotion qui s'installe sur le temps long. Est-ce que c'est explosif à long terme pour vous ? Il y a cette expression de Nietzsche que je cite, et je ne suis pas le seul à l'avoir citée, en disant que voilà, il y a de la dynamite sociale là. Ces émotions, ces affects sont un fait. Le problème est de savoir comment ne pas les laisser simplement pourrir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le pourrissement des affects, eh bien, ça donne l'extrême droite. Le pourrissement des affects, ça donne la démocratie négative. Le pourrissement des affects, ça donne tout simplement l'abandon, de l'impuissance liée à l'abandon d'une perspective commune. Le grand problème de la démocratie, c'est de sortir, je dirais, de cette vision uniquement négative des affects. C'est d'aller des affects pour retourner vers des épreuves que l'on prend au sérieux. Et c'est cela, la politique démocratique. La politique démocratique, c'est celle qui part du constat, du fait de ces affects, mais qui remonte de ces affects aux épreuves que vivent les gens. Et c'est si on répond à ces questions de la discrimination, si on répond à ces questions du mépris, si on répond à ces questions de la violence entre individus, qu'à ce moment-là, on peut construire quelque chose et qu'on sort de la politique négative. Vous évoquez des formes de mépris compensateur. C'est aussi ce qu'évoquait ou racontait dans un ouvrage sur les États-Unis, sur les clivages américains et notamment la question du petit blanc, l'historienne Sylvie Laurent, qu'on écoute. En réalité, on sait, parce que tout ça est parfaitement mesuré, que le sentiment de l'anxiété économique ne devient véritablement notable et ne trouve à s'exprimer sous la forme d'un ressentiment que lorsque les gens ont le sentiment que d'autres qu'eux
bénéficient et qu'eux, ils n'ont pas. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, que tout le monde est coincé dans les embouteillages, vous prenez votre mal en patience. Mais si vous voyez une voiture sur le côté qui passe sur la bande d'arrêt d'urgence et qui va beaucoup plus vite, vous êtes subitement furieux. Et ce qu'on a raconté à l'Amérique blanche, une fois de plus, c'est un discours intellectuel conservateur parfaitement construit, c'est regardez, votre niveau de vie stagne, votre ascension sociale n'est plus celle que l'on vous avait promis, mais ces Noirs, ces femmes, ces minorités, elles prospèrent. Et elles prospèrent donc fatalement à vos dépens. Voilà, vous parlez, Pierre Rosanvallon, de l'épreuve du mépris, ici sur cette anxiété menant au ressentiment contre les minorités qu'évoque Sylvie Laurent. C'est vrai que dans ces affects négatifs, on parlait de cette réaction qu'ils peuvent produire, cette mécanique de compensation qui peut se mettre en marche aussi. On y assiste déjà aujourd'hui ? En tout cas, c'est quelque chose qui a une longue histoire. Les premières personnes à avoir écrit de façon théorique sur le féminisme ont insisté sur ce fait que se recréait dans le couple de l'ouvrier une sorte de rapport entre l'aristocrate et le manant. C'est Tocqueville et puis Marx qui avaient insisté sur ce fait qu'une aristocratie blanche était une façon de masquer en quelque sorte le rapport de classe et de créer une forme d'égalité négative. Ces phénomènes jouent un rôle aujourd'hui extrêmement important et évidemment on voit fleurir partout des éléments de racisme qui ont cette fonction qu'on essaie de manipuler pour avoir cette fonction compensatrice. Le machisme, c'est quand même plus difficile à défendre aujourd'hui. Mais la démocratie, c'est justement lutter contre ces formes, je dirais, de réponses perverses à ces épreuves. Mais comment faire ? Comment faire quand la gauche est trop rationnelle, semblez-vous dire, d'une même voix, pour le coup, avec Chantal Mouffe, qui a, elle, théorisé sur le populisme de gauche, même si vous ne partagez pas non plus toutes ses analyses. Elle a pensé aussi ce que ces affects communs produisent, et elle estime que la gauche aujourd'hui est trop rationnelle. Ce qu'on voit en réalité dans nos sociétés, dans nos démocraties, c'est que les populistes récupèrent ces épreuves de la vie, en tout cas ces sentiments-là, et ils leur donnent une traduction politique et que les autres n'y parviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop raisonnables pour le coup ? Eh bien parce que justement, ils ne voient pas comment saisir ces questions-là. Mais je pense que le premier pas d'une politique démocratique, c'est de mettre au centre de l'agenda public ces questions-là, comme celle de la discrimination, des discriminations. Prenons cet exemple des discriminations. Aujourd'hui, la question des discriminations se réduit en quelque sorte à un débat entre républicains intransigeants et identitaires séparatistes. Mais le problème, c'est qu'il y a la réalité au milieu, il y a la réalité de tout un ensemble de discriminations. Et que c'est cela qu'il faut prendre en compte. Et donc, dès qu'on va vers l'idéologie, je dirais, on s'éloigne de cette réalité. Et au fond, la meilleure définition qu'on puisse donner de la parole démocratique, c'est celle qui donne un langage à ce que vivent les gens, qui donne un langage à leurs épreuves. Et trop souvent, justement, on considère comme uniquement négatif ces passions. J'ai été frappé que, on parlait tout à l'heure des réactions aux Gilets jaunes, certains disant c'est le retour aux jacqueries ou c'est telle et telle chose du passé. Le président de la République disait récemment dans un entretien qu'on avait un sentiment de retour au Moyen-Âge. Bon, mais ça voulait dire quoi ? Pour lui, tout un ensemble de passions, c'était que la société déraillait complètement, que les gens étaient trompés, qu'ils ne voyaient pas ce qui leur arrivait. Eh bien, c'est le contraire, je dirais. Et il opposait implicitement, je dirais, une vision rationnelle des choses à ces passions qui, en quelque sorte, créent de l'illusion, qui mettent à distance de la réalité. Mais jamais il n'avait eu l'idée de parler des épreuves constitutives, des épreuves dont dérivaient ces passions. Et c'est d'abord cela qu'il faut mettre au centre, je dirais, de la place publique. Après tout, beaucoup de personnes ne se sentent pas représentées. Mais que veut dire être représenté ? Être représenté, ça n'est pas simplement avoir un porte-parole, celui qui parle à votre place. Être représenté, cela veut dire que les réalités que vous vivez sont présentes dans le débat public. Les réalités que vous vivez sont mises sur la table. Et c'est ce
Moi, je ne fais pas un programme politique, mais au moins puis-je indiquer cette direction de ce que le langage politique a à changer pour donner le sentiment qu'il n'est pas simplement celui d'une langue étrangère à la vie des gens, mais qu'il est la langue même de ce que vivent les gens. Non, mais vous théorisez, et c'est le travail d'un sociologue, d'un historien comme vous, Pierre Rosanvallot. Vous théorisez à partir du réel, et vous avez théorisé, développé cette notion donc d'épreuve de la vie. C'est intéressant de voir après comment ces notions, ces théories trouvent une traduction dans la réalité aussi. Cet aller-retour, toujours. Ces épreuves de la vie, elles nous permettent de comprendre aussi la marche de la société. On a parlé des Gilets jaunes, moins de ce qui se joue actuellement. Pierre Rosanvallot, comment vous percevez les manifestations actuelles contre le pass sanitaire, encore samedi dernier? Est-ce qu'elles sont de même nature à vos yeux? Est-ce qu'elles se situent dans un registre similaire? Elles mobilisent le même type d'affect? Je pense que les Gilets jaunes, malgré les différences qu'on a pu voir au début, en tout cas les Gilets jaunes des ronds-points, disons les Gilets jaunes du départ, avaient vraiment beaucoup d'éléments en commun. Alors qu'une caractéristique des manifestations, en train d'ailleurs de décliner, semble-t-il, c'est qu'elles étaient beaucoup plus différenciées. Elles étaient beaucoup plus différenciées. Pour certains, c'était des manifestations qui avaient d'abord une mise en accusation du pouvoir politique et de rejet du pouvoir politique. Pour d'autres, c'était la suspicion vis-à-vis des vaccins ou le manque de liberté. Il y avait à la fois de l'ultralibéralisme, si je puis dire, chez certains qui voulaient dire on n'a pas le droit de m'empêcher de faire absolument tout ce que je veux. Donc c'est d'un côté l'ultralibéralisme, de l'autre côté une vision au contraire très presque gauchiste. Et donc ces mouvements étaient très divers. Mais il y a une chose peut-être commune, c'est un certain sentiment de défiance. Ce sentiment de défiance est le sentiment qu'au fond, on n'accepte pas un certain nombre de propositions ou un certain nombre d'obligations parce qu'on ne voit pas clair sur l'avenir. On ne voit pas clair sur l'avenir, on ne peut pas se confier. J'ai été frappé d'entendre multiplier ces choses-là. On ne peut pas faire confiance à Véran parce qu'il n'a pas fait ceci, cela. On ne peut pas faire confiance aux médecins, on ne peut pas faire confiance aux savants. Et cette question de la défiance, elle renvoie pour moi ce que j'ai appelé les épreuves de l'incertitude. C'est qu'on est dans un monde où il va y avoir toujours beaucoup plus d'incertitudes, des incertitudes massives qui pèsent sur nous en matière de climat, même en matière de gestion de l'État-providence et de sécurité sociale. Mais cela veut dire que faire face à l'incertitude, c'est aussi une autre approche du pouvoir. Cela veut dire que le pouvoir politique, il explique davantage que sont ses difficultés, le chemin qu'il faut faire entre ce dont on est sûr et les incertitudes qui restent, là où on a des doutes. Au fond, beaucoup de personnes qui ont manifesté, c'est parce qu'elles disaient « on ne met pas assez en avant les doutes ». Au fond, les doutes doivent nous gouverner. Ben, je pense que le doute a une valeur politique. Le doute a une valeur démocratique. Mais il y a aussi des choses que l'on peut réellement et solidement dire. Donc il ne faut pas que le doute envahisse toute la sphère de nos actions et de nos réactions. Mais il faut donner une place au doute dans le langage politique. Ces épreuves sociales et démocratiques, Pierre Rosanvallot, en quoi sapent-elles aussi les fondements de notre démocratie? Pourquoi est-ce qu'elles nourrissent d'une certaine manière une forme de fatigue démocratique plutôt que de produire une saine révolte? La fatigue démocratique, c'est un nom un peu élégant pour parler de l'impuissance. Et cette impuissance, elle résulte non pas du constat du mécontentement du présent que l'on peut avoir, mais de la difficulté de figurer l'avenir. C'est cela, au fond, dans beaucoup de manières d'exprimer du ressentiment, c'est un sentiment, ça a été maintes fois rappelé, c'est un sentiment aussi d'impuissance. Et rendre de la puissance, c'est d'abord reformuler, je dirais, le langage avec lequel on analyse, on dit sa réalité. La force des mots, la force de l'analyse, c'est d'abord cela qu'il faut retrouver.
Voilà, il est crucial de mieux comprendre les émotions vécues par les Français lors des différentes épreuves de la vie. Nous avons aujourd'hui besoin d'une appréhension subjective des faits sociaux. Voilà ce que vous racontez, expliquez dans cet ouvrage qui paraît au Seuil, dans la collection Le Compte à rebours, les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français. C'est signé Pierre Rosanvallon et on vous remercie beaucoup d'être venu autour de cette grande table des idées. Pierre Rosanvallon, en ouverture de semaine, merci. Merci à vous. Une grande table réalisée tout au long de la mi-journée par Thomas Beau, avec aujourd'hui Audrey Guélil à la technique. France Culture, l'esprit d'ouverture.